sa reproductibilité technique. Lorsque Marx a entrepris l'analyse du mode de production capitaliste, ce mode de production était à ses débuts. Marx orienta ses analyses de telle sorte qu'elles reçurent valeur de pronostic. Il remonta aux rapports fondamentaux de la production capitaliste et les représenta de telle façon qu'ils révélèrent ce qu'on pouvait encore dans l'avenir attendre du capitalisme. La conclusion fut qu'on pouvait en attendre non seulement une exploitation renforcée des prolétaires, mais finalement aussi l'instauration de conditions qui rendent possible sa propre suppression. La transformation de la superstructure, plus lente que celle de l'infrastructure, a demandé plus d'un demi-siècle pour faire valoir dans tous les domaines culturels le changement des conditions de production. Sous quelle forme s'est fait ce changement? On peut le préciser qu'aujourd'hui, on est en droit d'attendre de ces précisions qu'elles aient aussi valeur de pronostic. Mais en ces attentes correspondent moins des thèses sur l'art prolétarien après la prise du pouvoir, encore moins sur la société sans classe, que des thèses sur les tendances évolutives de l'art dans les conditions présentes de la production. Leur dialectique n'est pas moins perceptible dans la superstructure que dans l'économie. C'est pourquoi on aurait tort de sous-estimer la valeur polémique de pareilles thèses. Elles écartent une série de concepts traditionnels, création et génie, valeur d'éternité et mystère, dont l'application incontrôlée, et pour l'instant difficile à contrôler, conduit à l'élaboration des faits dans un sens fasciste. Dans ce qui suit, les concepts que nous introduisons dans la théorie de l'art se distinguent des concepts plus courants, en ce qu'ils sont complètement inutilisables pour les buts du fascisme. En revanche, ils sont utilisables pour formuler des exigences révolutionnaires dans la politique de l'art. Il est du principe de l'œuvre d'art d'avoir toujours été reproductible. Ce que des hommes avaient fait, d'autres pouvaient toujours le refaire. Ainsi, la réplique fut pratiquée par les élèves dans l'apprentissage de l'art, par les maîtres pour la diffusion de leurs œuvres, enfin par des tiers par amour du gain. Par rapport à ces procédés, la reproduction technique de l'œuvre représente quelque chose de nouveau, un phénomène qui se développe de façon intermittente au cours de l'histoire, par bonds successifs, séparés par de longs intervalles, mais avec une intensité croissante. Les Grecs ne connaissaient que deux procédés techniques de reproduction, la fonte et l'empreinte. Les bronzes, les terres cuites et les monnaies étaient les seules œuvres d'art qu'ils pouvaient reproduire en série. Les autres ne comportaient qu'un seul exemplaire et ne se prêtaient à aucune technique de reproduction. Avec la gravure sur bois, on réussit pour la première fois à reproduire le dessin, bien longtemps avant que l'imprimerie permît la reproduction de l'écriture. On connaît les immenses transformations introduites dans la littérature par l'imprimerie, c'est-à-dire par la reproduction technique de l'écriture. Mais quelle qu'en soit l'importance exceptionnelle, elle ne représente qu'un cas particulier du phénomène que nous envisageons ici à l'échelle de l'histoire universelle. Le Moyen-Âge ajoutera à la gravure sur bois la gravure sur cuivre, au burin et à l'eau forte. Le début du XIXe siècle, la lithographie. Avec la lithographie, les techniques de reproduction atteignent un stade fondamentalement nouveau. Le procédé beaucoup plus direct qui distingue l'exécution du dessin sur une pierre de son incision dans un bloc de bois ou sur une planche de cuivre, permit pour la première fois à l'art graphique de mettre ses produits sur le marché, non seulement en masse, comme il le faisait déjà, mais sous des formes chaque jour nouvelles. Grâce à la lithographie, le dessin dut accompagner désormais la vie quotidienne de ses illustrations. Il commençait à marcher au même pas que l'imprimerie, mais à peine quelques dizaines d'années s'étaient écoulées depuis la découverte de la lithographie que la photographie à son tour allait la supplanter dans ce rôle. Avec elle, pour la première fois, dans le processus de la reproduction des images, la main se trouva déchargée des tâches artistiques les plus importantes, lesquelles désormais furent réservées à l'œil rivé sur l'objectif. Et comme l'œil saisit plus vite que la main ne dessine, la reproduction des images put se faire désormais à un rythme si accéléré qu'elle parvint à suivre la cadence de la parole. L'opérateur du cinéma, en filmant, fixe les images en studio, aussi vite que l'acteur dit son texte. Si la lithographie contenait virtuellement le journal illustré, la photographie contenait virtuellement le cinéma. À la fin du siècle dernier, on s'attaqua au problème que posait la reproduction des sons. Tous ces efforts convergeant
permettait de prévoir une situation que Valéry caractérise ainsi. Comme l'eau, comme le gaz, comme le courant électrique viennent de loin, dans nos demeures, répondre à nos besoins moyennant un effort quasi nul. Ainsi serons-nous alimentés d'images visuelles ou auditives, naissant et s'évanouissant au moindre geste, presque à un signe. Vers 1900, la reproduction technique avait atteint un niveau où elle était en mesure désormais non seulement de s'appliquer à toutes les œuvres d'art du passé et d'en modifier de façon très profonde les modes d'action, mais de conquérir elle-même une place parmi les procédés artistiques. À cet égard, rien n'est plus révélateur que la manière dont ces deux manifestations différentes, la reproduction de l'œuvre d'art et l'art cinématographique, agissent en retour sur les formes artistiques traditionnelles. À la plus parfaite reproduction, il manquera toujours une chose, le hic et nunc de l'œuvre d'art, l'unicité de son existence au lieu où elle se trouve. C'est cette existence unique pourtant, et elle seule, qui aussi longtemps qu'elle dure subit le travail de l'histoire. Nous entendons par là aussi bien les altérations subies par sa structure matérielle que ses possesseurs successifs. La trace des altérations matérielles n'est décelable que grâce à des analyses physico-chimiques, impossibles sur une reproduction. Pour déterminer les mains successives entre lesquelles l'œuvre d'art est passée, il faut suivre toute une tradition en partant du lieu où se trouve l'original. Le hic et nunc de l'original constitue ce qu'on appelle son authenticité. Pour établir l'authenticité d'un bronze, il faut parfois recourir à des analyses chimiques de sa patine. Pour démontrer l'authenticité d'un manuscrit médiéval, il faut parfois établir qu'il provient réellement d'un dépôt d'archives du XVe siècle. Tout ce qui relève de l'authenticité échappe à la reproduction, et bien entendu, pas seulement à la reproduction technique. Mais en face de la reproduction faite de main d'homme, et généralement considérée comme un faux, l'original conserve sa pleine autorité. Il n'en va pas de même en ce qui concerne la reproduction technique. Et cela pour deux raisons. En premier lieu, la reproduction technique est plus indépendante de l'original que la reproduction manuelle. Dans le cas de la photographie, par exemple, elle peut faire ressortir des aspects de l'original qui échappent à l'œil et ne sont saisissables que par un objectif librement déplaçable pour obtenir divers angles de vue. Grâce à des procédés comme l'agrandissement ou le ralenti, on peut atteindre des réalités qu'ignorent toute vision naturelle. Voilà pour le premier point. En second lieu, la reproduction technique peut transporter la reproduction dans des situations où l'original lui-même ne saurait jamais se trouver. Sous forme de photographie ou de disque, elle permet surtout de rapprocher l'œuvre du récepteur. La cathédrale quitte son emplacement réel pour venir prendre place dans le studio d'un amateur. Le mélomane peut écouter à domicile le chœur exécuté dans une salle de concert ou en plein air. Les conditions nouvelles dans lesquelles le produit de la reproduction technique peut être placé ne remettent peut-être pas en cause l'existence même de l'œuvre d'art. Elles déprécient en tout cas son hic et nunc. Il en va de même, sans doute, pour autre chose que l'œuvre d'art, et par exemple pour le paysage qui défile devant le spectateur d'un film. Mais quand il s'agit de l'objet d'art, cette dépréciation le touche en son cœur, là où il est vulnérable comme aucun objet naturel dans son authenticité. Ce qui fait l'authenticité d'une chose est tout ce qu'elle contient de transmissible, de par son origine, de sa durée matérielle, à son pouvoir de témoignage historique. Comme cette valeur de témoignage repose sur sa durée matérielle, dans le cas de la reproduction, où le premier élément, la durée matérielle, échappe aux hommes, le second, le témoignage historique de la chose, se trouve également ébranlé. Rien de plus assurément, mais ce qui est ainsi ébranlé, c'est l'autorité de la chose. Tous ces caractères se résument dans la notion d'aura, et on pourrait dire à l'époque de la reproductibilité technique, ce qui dépérit dans l'œuvre d'art, c'est son aura. Ce processus a valeur de symptôme. Sa signification dépasse le domaine de l'art. On pourrait dire de façon générale que la technique de reproduction détache l'objet reproduit du domaine de la tradition. En multipliant les exemplaires, elle substitue à son occurrence unique son existence en série. Et en permettant à la reproduction de s'offrir au récepteur dans la situation où il se trouve, elle actualise l'objet reproduit. Ces deux processus aboutissent à un puissant ébranlement de la chose transmise, ébranlement de la tradition qui est la contrepartie de la crise qui traverse
que traverse actuellement l'humanité et de son actuelle régénération. Ils sont en étroite corrélation avec les mouvements de masse contemporains. Leur agent le plus puissant est le film. Même considéré sous sa forme la plus positive, et précisément sous cette forme, on ne peut saisir la signification sociale du cinéma si l'on néglige son aspect destructeur, son aspect cathartique. La liquidation de la valeur traditionnelle de l'héritage culturel. Ce phénomène est particulièrement sensible dans les grands films historiques. Il intègre à son domaine des régions toujours nouvelles. Lorsque Abel Gance s'écriait avec enthousiasme en 1927 « Shakespeare, Rembrandt, Beethoven feront du cinéma », toutes les légendes, toute la mythologie et tous les mythes, tous les fondateurs de religions et toutes les religions elles-mêmes attendent leur résurrection lumineuse, et les héros se bousculent à nos portes pour entrer. Il nous convient, sans s'en douter, à cette vaste liquidation. Sur de longues périodes de l'histoire, avec tout le mode d'existence des communautés humaines, on voit également se transformer leur façon de percevoir. La manière dont opère la perception, le médium dans lequel elle s'effectue, ne dépend pas seulement de la nature humaine, mais aussi de l'histoire. À l'époque des grandes invasions dans l'industrie artistique du Bas-Empire et chez les auteurs de la Genèse de Vienne, on ne trouve pas seulement un art différent de celui des anciens, mais une autre manière de percevoir. Les savants de l'école viennoise, Riegel et Wyckoff, en s'opposant à tout le poids de la tradition classique qui avait mis cet art aux oubliettes, ont eu les premiers l'idée d'en tirer des conclusions quant au mode de perception propre au temps où il était en honneur. Quelle que fût la portée de leur découverte, elle se trouva réduite parce que ces chercheurs se contentèrent de mettre en lumière les caractéristiques formelles propres à la perception du Bas-Empire. Ils ne tentèrent pas, l'espoir leur était peut-être même interdit, de montrer les transformations sociales révélées par ces changements de la perception. Nous sommes mieux placés qu'eux aujourd'hui pour le comprendre. Et s'il est vrai que les changements auxquels nous assistons au niveau de la perception peuvent s'entendre comme un déclin de l'aura, nous sommes en mesure d'en indiquer les causes sociales.